Alors, merci pour l'invitation et je pense que je vais décevoir l'Assemblée en ne répondant pas à la question qui m'a été posée. Parce que je ne peux pas répondre à la question, ce sont des choix politiques et à la rigueur, ce que je peux faire en tant qu'économiste, c'est illustrer des trajectoires, illustrer des expériences. Et donc après, une nouvelle fois, ça sera aux politiques de trancher in fine sur quelle est la trajectoire qu'il voudra mettre en avant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guerre de haute intensité? Je ne sais pas trop. Si jamais je regarde des expériences récentes ou très récentes, si je prends la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, si je regarde ce qui s'est passé avant le conflit et après, en fait, j'observe que en pourcentage du PIB, l'Arménie est passée en moyenne 4% du PIB à 4,5% du PIB. Donc on a un petit incrément. Si je regarde l'Azerbaïdjan, ils étaient à un peu plus de 4, maintenant ils sont à un peu plus de 5. Donc j'ai un petit incrément aussi. Donc pourtant c'était un conflit qui a été extrêmement intense, mais qui a été sur une durée un peu limitée. Alors après, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est ce que ça représente entre la Russie et l'Ukraine. Une nouvelle fois, c'est loin d'être évident. Et je tiens à remercier Johan Michel, qui est dans la salle, qui a eu la gentillesse de me transmettre des éléments qui étaient jusqu'à hier sous embargo dans le Military Balance, et qu'il soit chaleureusement remercié de son concours dans cette intervention, ce qui me permet de vous dire des choses à jour, notamment les chiffres du Military Balance que vous pouvez retrouver au C2M, qui est donc un centre de documentation ici à l'école militaire qui est absolument formidable. Donc on est en Russie entre 2021 et 2022 à plus 33% de dépenses militaires, donc on est quand même sur un effort assez soutenu. Et donc on passe de 3,7% du PIB à un peu plus de 4% en 2022, avec les tendances qu'on va imaginer par la suite. Si on essaie de regarder ce qui se passe en Ukraine, alors là je ne vous cache pas que c'est un peu le foutoir, parce que les chiffres sont évidemment très compliqués. Le pays a perdu juste 30% de son PIB en 2022. Il est difficile de croire qu'il y aura un rebond à très court terme. Donc on passe globalement à peu près 4% du PIB en 2021. Et si on essaie de voir qu'est-ce que ça représente en 2022 avec le conflit, c'est quelques milliards d'euros qu'ils dépensaient eux-mêmes, un peu plus de 3 milliards, auxquels il faut rajouter les milliards d'aides qui ont été versées par les pays occidentaux. Et rien que pour les États-Unis, on se situe à 25 milliards d'aides. Donc si on fait 25 milliards plus ce qu'ils dépensaient déjà, on est au moins 20% du PIB dans la défense en 2022. Donc voilà ce que ça pourrait représenter une guerre de haute intensité avec ce qu'on connaît, ce qu'on en voit aujourd'hui, et évidemment avec des trajectoires qui vont être évidemment orientées à la hausse. Le budget est annoncé donc pour être multiplié de 8,5, enfin, faire fois 8,5 en 2023 par rapport à 2022. Donc dans cette présentation, dans un premier temps, j'aimerais m'attarder sur quelques aspects historiques que vous avez représentés ici sur ce graphique. Donc l'archétype de la guerre majeure, ce sont les conflits mondiaux, les guerres mondiales, donc la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et sur ce graphique issu d'un site qui est absolument génial, qui s'appelle Our World in Data, dont je vous conseille chaudement la lecture, on voit qu'au moment des guerres mondiales, on a eu une concentration gigantesque des moyens dans la défense. En France, c'était plus de 50% dans la défense durant la Première Guerre mondiale. Les Britanniques étaient à peu près 40%. Donc évidemment, on voit les deux pics qui sont absolument gigantesques. C'est difficilement comparable avec des autres expériences, puisqu'on n'a jamais vu de choses aussi intenses. On voit des pics de dépenses très ponctuels pour des guerres plus courtes. On peut penser aux États-Unis à la guerre de sécession ou la guerre de Crimée en 1853. Et si on essaie de regarder plus proche de nous où se situe la guerre froide, en fait, la guerre froide, sur la fin du graphique, on voit qu'on est sur un niveau de dépenses qui est important. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus important que le niveau qu'on avait entre deux épisodes de paix dans les épisodes historiques par le passé. Donc en fait, le terme guerre froide, d'un point de vue budgétaire, n'est pas totalement galvaudé, au moins de ce point de vue-là. Et ça, c'est un aspect qu'il faut avoir à l'esprit, et je reviendrai dans la suite de ma présentation. Alors, deuxième graphique, que j'aime bien, parce que en fait, donc sur ces deux graphiques, il faut lire en parallèle. À gauche, vous avez l'évolution des dépenses militaires mondiales exprimées en dollars constants. Et à droite, le pourcentage des dépenses militaires mondiales rapporté au PIB mondial. Donc j'utilise là les chiffres du CIPRI. Donc premier constat par rapport au graphique de gauche, on est à peu près à 2000 milliards de dollars dans la défense, ce qui n'a jamais été le niveau, enfin c'est le niveau le plus élevé dans l'histoire. On n'a jamais dépensé autant.
Alors évidemment, on peut se dire que d'un point de vue historique, on n'a pas forcément très bien compté ce qui se passait auparavant, mais dans une vision un peu plus courte, on voit qu'on n'a jamais dépensé autant. Et en particulier, c'est plus 25% par rapport au niveau qu'on avait durant la guerre froide, enfin au pic de la fin de la guerre froide. Donc on est sur un niveau de dépenses qui est extrêmement soutenu. Deuxième constat, qui est lié au graphique de droite, rapporté en pourcentage de PIB, on n'a jamais aussi peu dépensé. Durant la guerre froide, on était à peu près à 4% du PIB dans la défense. Post-guerre froide, on est un peu plus de 2% sur les 20 dernières années, avec une grosse décrue dans les années 90, qui vont être liées donc au phénomène des dividendes de la paix qu'on connaît bien. Et donc, d'un point de vue empirique, le troisième constat qu'on peut en faire, c'est qu'on est dans une situation un peu unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant dépensé dans la défense, en absolu, et en relatif, ça n'a jamais aussi peu coûté en pourcentage de PIB. Alors je me garderais bien d'avoir une vision prospective en termes stratégiques de qu'est-ce que ça peut impliquer sur l'état des menaces dans le monde, mais ici, ça révèle ici les rapports de force économiques et la répartition de la richesse mondiale dans la défense. Julien, tu nous as montré une perspective historique, là, mais finalement... Pardon. Donc tu nous as montré une perspective historique. Est-ce qu'on voit là dans les évolutions récentes du budget, est-ce qu'on voit la haute intensité qui commence à apparaître ? La réponse est globalement non. Ça c'est pour la faire courte, mais si jamais je fais un peu plus long. Premier aspect qu'on m'a demandé de traiter dans cette conférence, c'est un peu les éléments budgétaires entre les États-Unis et la Chine. Alors je précise que je suis ni spécialiste des États-Unis ni de la Chine, mais d'un point de vue budgétaire, c'est plus là ma tasse de thé. Et donc, je vous ai représenté sur ce graphique, donc en bâton gris, c'est l'évolution des dépenses militaires américaines. Et en fait, ce qui est intéressant, le cas américain est intéressant de toute façon, puisque c'est 40% des dépenses militaires mondiales, et avec une relative constance, même s'il y a eu des cycles. Et donc, si on regarde le cycle américain, donc les vagues qu'on a eues, c'est un cycle de dividendes de la paix durant les années 90, une phase de réarmement qui est extrêmement soutenue. On n'est pas loin de multiplier par 2 sur la période, dans une dizaine d'années, le budget des États-Unis. Et puis une décrue au début des années 2010, pour lequel, en tant qu'économiste, je ne peux pas y voir aussi un aspect lié à la crise économique. Et donc on voit que ce n'est qu'à partir du moment où Donald Trump est élu que ça repart à la hausse, avec un niveau d'augmentation qui est quand même sensiblement plus limité que celui qu'on avait observé au début des années 2000. Et donc si on regarde le cycle chinois, donc ce sont les dépenses, les bâtonnets orange, en fait là on est sur un trend linéaire, vous pouvez tracer une droite et ça suit cette droite, et c'est tout à fait intéressant parce qu'on a une croissance graduelle, continuelle, extrêmement rapide. Donc sur la période, ils ont quasiment multiplié par 10, enfin plus de 10 en fait, les dépenses militaires, et sur la même période, ils ont laissé constant leur effort de défense aux alentours de 2%. Donc en fait, du point de vue chinois, ça n'a vraiment pas eu l'effort qu'ils ont eu en termes d'armement est assez substantiel en termes de modernisation des forces chinoises, mais finalement en termes économiques, ça n'a pas eu un effet extrêmement majeur en termes de ponction de ressources. Donc en matière, si on essaie de voir ça, ces chiffres, qu'est-ce que ça nous indique en termes de haute intensité ? Il y a eu un moment où ça coûtait cher dans la défense, c'est ce qu'ont fait les Américains durant les conflits au début des années 2000. Si on regarde en plus de ça le coût de ces conflits, donc en agrégeant au-delà des cycles budgétaires, mais aussi le coût ex post, le coût en termes de vétérans, etc., les travaux qui sont menés à Brown University montrent qu'on est à peu près 8 000 milliards de dollars de coûts. Pour vous donner une idée, alors c'est évidemment sur l'ensemble sur un ensemble d'années, hein, c'est pas en une seule fois. 8 000 milliards de dollars, c'est quand même un tiers du PIB américain, ce qui permet de globalement positionner un peu l'ordre de grandeur. Donc ça, c'était pour la confrontation sino-américaine. Et puis pour conclure rapidement sur la place de l'Europe dans tout ça, en fait, ce qui est intéressant à voir sur ce graphique, donc c'est les chiffres du CIPRI, toujours pareil, milliards de dollars constants. En fait, on voit donc la cyclicité des dépenses américaines, Vietnam, Reagan, les engagements en Irak et en Afghanistan. Donc ça monte très vite et ça baisse, donc des choses très classiques. La zone Asie-Pacifique qui, elle, de la même façon, tirée par la Chine avec un espèce de trend linéaire, donc ça ne fait que progresser. Et finalement, au milieu de tout ça, vous avez l'Europe, qui a un trend linéaire relativement constant durant la guerre froide. Avec la guerre froide,
ce trend est complètement cassé. Et ce n'est qu'à partir du, on va dire, donc il y a eu des effets qui se sont cumulés, une espèce de petite remontée au début des années 2000 qui a été vite cassée par les politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre par les pays européens entre 2008 et 2014 globalement. En moyenne, en cumulé, c'est à peu près 30 milliards qui a été perdu, ce qui représente globalement les dépenses italiennes, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc ce n'est qu'à partir de 2014 qu'on a une remontée en puissance qui est somme toute, assez relative quelque part. Donc évidemment, il y a l'effet de l'invasion de la Crimée par la Russie. Il y a aussi, en France, les attaques terroristes sur le territoire national. Une nouvelle fois, en tant qu'économiste, j'y vois le rôle d'une contrainte budgétaire qui s'est desserrée grâce à l'action de la Banque centrale européenne, avec des différences marquées entre pays. Donc sur la même période, vous avez la Lituanie qui a multiplié par 3 son budget, vous avez l'Allemagne qui fait plus 30%, vous avez la France qui fait plus 10%, qui est au niveau des pays européens, et la plus petite augmentation. Bon, on peut voir aussi le côté, la France partait de moins loin par rapport aux autres, mais il y a quand même ici on voit que plus on se rapproche de la Russie, plus les efforts ont été importants. Et donc, qu'est-ce que l'Europe peut faire en termes de haute intensité? Et je terminerai là-dessus. Donc, il y avait une étude qui a été menée par des collègues de l'International Institute for Strategic Studies qui essaient de calculer de quoi les Européens auraient besoin si jamais ils devaient se défendre par eux-mêmes. Bon, c'est une hypothèse très particulière, j'en conviens, mais au moins, ça permet l'intérêt de l'étude permettait de quantifier et de lister combien ça coûtait. Globalement, si jamais il y avait une attaque de la Russie à l'est de l'Europe, ça coûte pour les pays européens un budget qui représente entre 288 milliards de dollars et 357 milliards de dollars. Donc, un budget assez substantiel. Donc, comment faire pour les Européens pour arriver à ce niveau? Bon, pour vous révéler une des passions de ma vie, c'est de faire des tableaux Excel. Et donc j'ai essayé de regarder quelle était la forme de la trajectoire qui permettrait aux pays européens d'atteindre ce niveau de dépenses. Bon, en fait, pour faire clair, il faut que les pays européens dépensent un budget qui est globalement celui qu'il y avait en pourcentage du PIB en 1980. Et donc, en 1980, la France, elle devrait passer d'un budget de alentours de 50 milliards avec les pensions à 90 milliards. Si jamais on veut atteindre ce niveau-là. Les Allemands ont beaucoup plus désarmé que la France durant les dividendes de la paix. Donc là, ils ont un effort qui est encore plus substantiel, ils devraient passer de 50 à 110 milliards. Donc pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter, il faudrait un effort de défense, donc en pourcentage du PIB, pour cibler ce qu'il faudrait financer pour ce type de conflit qu'on imagine assez intense, environ 2,7% du PIB dans la défense. Donc évidemment, et pour conclure, viser une telle cible, si jamais c'est une cible politique, ça nécessite des investissements constants, contenus et crédibles dans le temps, en particulier pour financer l'appareil industriel qui est sous-jacent, éviter les à-coups, et je pense ici au plan qui a été annoncé par les Allemands, qui finalement est un appel d'air pour dépenser beaucoup en peu de temps hors des clous budgétaires. Et donc malheureusement, en dehors de ce qui a été annoncé par le président de la République récemment, il y a peu de pays qui se sont engagés sur une trajectoire budgétaire claire. Donc on est en attente de ces éléments. Et en fonction des choix politiques qui auront été dressés, on aura une vision de à quelle vitesse on converge vers cette cible pour lutter contre les guerres de haute intensité. Je vous remercie. Merci Julien.